Bon, et ça, si c'est pas une des vidéos que vous m'avez le plus demandé cette année, franchement, je comprendrai jamais. Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de ce petit processeur qui n'est d'autre que le i3 12100F. Ouais, parce que comme ça, ça se lit peut-être pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un des tests que vous m'avez demandé le plus depuis le début de cette année. Depuis que je vous en ai parlé, que je vous ai dit que ce i3 pouvait sûrement être le processeur le plus intéressant pour le gaming en termes de rapport performance-prix. Trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, le pouce bleu, les réseaux sociaux, etc. On connaît, hein, comme d'habitude. Et bien entendu de me suivre sur Twitch parce que ce CPU, on a pu le tester même en streaming. Alors comment je vais pouvoir m'excuser parce que c'est sûrement un des tests que vous m'avez le plus demandé avec le PBO ou d'autres vidéos qui sont en cours au final. Ça y est, je me rattrape, je sors le 12100. Vous le voyez, il est là, il est beau. Allez, je vous l'ai montré de la chaîne. Salut! Plus sérieusement les amis, je n'ai aucune excuse parce que ce CPU maintenant ça fait 6 mois qu'il est sorti et je vous le sors dans toutes les sauces en mode ouais, ce CPU c'est la base des bases. Et je me dis waouh, il n'y a jamais eu autant de sauce. Au final, de fil en aiguille, de vidéo et de projet en projet, on se retrouve vite en juillet et ce CPU est toujours aussi intéressant, d'ailleurs il a baissé de prix, les B660 ont baissé de prix donc on va pouvoir vraiment attaquer dans le vif du sujet avec ce processeur. D'ailleurs vous pouvez remarquer qu'il a deux petits concurrents, il a le 3600 d'un côté et le 3300X. Donc on va rappeler que ces CPU c'est les Ryzen 3000, donc les Zen 2, ça va être les deux concurrents de ce processeur. Bien sûr que non, le 5600X aussi. Vous allez voir qu'en termes de performance avec une 6900 XT, je vous vois déjà sauter au plafond en mode quoi Geekfio, une 6900 XT avec un processeur 4 cœurs, 8 threads. Non mais c'est pas possible. Finalement en termes de performance entre le 12100 et le 5600X, ça peut quand même être intéressant finalement de prendre le 12100 même si on a le budget pour un 5600X, si au final on ne compte pas prendre une carte graphique qui explose toutes les stats, genre une 3080, une 6900 XT, une 6800 XT, etc. Vous allez voir que ce CPU fera amplement l'affaire. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des processeurs AMD sur une vidéo Intel, tout va bien, on va attaquer le processeur Intel, donc ce 12100F. Alors déjà, pourquoi la version F et pas juste la version 12100 classique? Tout simplement parce que c'est le processeur le moins cher. La version 12100, on la retrouve, allez, à une vingtaine, des fois une trentaine d'euros en plus, sachant que là, on va la coupler avec une carte graphique. L'intérêt peut être minime. Le seul plus qu'on pourrait avoir, c'est si on voudrait profiter du QuickSync, donc de la partie graphique de l'APU, et qu'on voudrait faire du rendu. On accélérerait par exemple le rendu première. Comment vous dire que c'est pas forcément ce genre de CPU sur lequel on se dirige quand on veut faire du montage vidéo. On en parlera quand même dans la vidéo, mais c'est pas la base principale de ce CPU quoi. On va plus se diriger pour le gaming et les performances bureautiques. Bon alors tout de suite pour se mettre dans le bain, genre si vous prenez ce CPU pour faire de la bureautique, c'est tout de suite un gros stop et un non, hein, parce que clairement si vous mettez ça pour Gisèle la secrétaire qui va faire du Excel ou allez 2 fois du PowerPoint, non. Non. Alors faut quand même se rendre compte qu'à l'intérieur de cette boîte renferme un processeur qui est plus performant qu'un 7700K, qui est quasiment aussi performant qu'un 8700K. Juste pour replacer, le 8700K, ça fait 4 ans. Comment vous expliquer qu'à l'époque c'était le meilleur CPU, tout le monde le voulait pour le gaming, le mettre avec sa 1080 Ti et même l'utiliser pour sa 2080 Ti par la suite, c'était le best CPU gaming ever. Et là on a quasiment l'équivalent quoi, donc faut quand même se rendre compte qu'on va pas mettre ça dans un PC bureautique, il y en a clairement pas l'utilité. Bon maintenant pour revenir vraiment dans le vif du sujet et dans le brut, on va parler architecture Intel. La 12e génération, je l'ai déjà expliqué dans toutes les vidéos que j'ai fait sur ces processeurs, mais c'est une nouvelle architecture avec des processeurs hybrides. Des processeurs équipés de deux versions de cœur, une version performance, donc les P, les performance core. Ceux-là ils vont permettre de gérer par exemple le gaming, de gérer le streaming si vous faites, je sais pas, juste de la cuisine par exemple. Ils vont permettre de gérer du handbrake par exemple ou tout autre logiciel. Par contre, du moment où vous faites du multitâche, ça va se séparer. Il y a le scheduler de Windows, alors ça fonctionne mieux avec Windows 11, je tiens à le préciser, c'est toujours actuel. Windows 10, je vois encore des fois des erreurs, par exemple sur le 12600K. Il y a un autre cœur qui vient à rentrer dans le jeu, c'est les e-core, donc les efficient core, ceux qui sont là pour venir appuyer finalement les performances. Donc maintenant, imaginons que vous avez décidé de faire du rendu et du jeu vidéo,
ou une utilisation que nous on utilise dans le gaming, du gaming et du streaming, et ben c'est les petits cœurs, les efficientes, qui vont prendre le streaming à bras le corps, alors un petit peu les performances aussi, mais vraiment plus les efficientes, et les performance core vont se fixer sur le jeu. Et ça, ben c'est Windows qui va le séparer avec l'architecture d'Intel qui est prévue à cet effet. Alors là, vous allez me dire, ouais c'est bien Jigfio, mais est-ce que ton processeur il en est équipé? Eh ben non. Cette architecture hybride commence à partir du 12600K. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur le 12600K, je vous invite à la voir juste là-haut, là, parce que c'est vraiment important, et ce CPU casse vraiment tous les autres CPU, mais même les i9 des générations précédentes. Et là, on est quand même équipé de 4 cœurs performance avec un plus gros IPC que toutes les générations d'Intel précédentes. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'IPC, c'est des instructions par cycle d'horloge si vous préférez, c'est le nombre d'instructions que va pouvoir gérer le CPU en un seul cycle d'horloge. Alors c'est vrai que comme ça vous parle peut-être pas trop, mais par exemple sur un CPU Z en single, vous pouvez voir par exemple que le 8700K, à l'heure actuelle est bien moins performant que ce 12100F, mais au final qu'est-ce qui va réellement nous intéresser sur ce i3 comparativement à tous les autres CPU, c'est son rapport performance-prix. Parce que là au final pour ce 4 cœurs 8 threads cadencé à 4,3 GHz, on peut se dire ah bah ouais mais là vu que c'est équivalent à 7700K, on va nous le faire payer 200 €, enfin c'est plus performant qu'un 10400F, imaginons en gaming. Et c'est là que non, tout le monde se trompe, ce CPU il est vraiment pas cher, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on le retrouve dans les alentours d'une centaine d'euros. Et avec ça, il est fourni avec un ventirad, donc même pas besoin d'aller chercher plus loin, ce refroidissement sera très amplement suffisant. Et du coup, à l'heure actuelle, on l'a beaucoup entendu, et c'est quand même assez effectif sur les jeux vidéo de plus en plus, les jeux gèrent de plus en plus de cœurs. Alors au début, on parlait que le best CPU c'était 4 cœurs 8 threads, moi j'en ai entendu parler pendant longtemps. À l'époque, j'avais acheté un 8700K, on m'a dit ouais, t'es complètement fou parce que ça ne servira à rien. Et on voit qu'au fur et à mesure avec DX12 et toutes les améliorations qui vont dans le gaming au final, on voit que c'est quand même intéressant maintenant de prendre un 6 cœurs voire un 8 cœurs. Je vais vous prendre l'exemple de Doom Eternal avec Vulkan qui va aller gérer jusqu'à 16 cœurs. Vous prenez un 5950X, vous voyez que le jeu utilise un petit peu de chaque cœur et va aller se transplanter 5-6% dans chaque cœur. Donc au final on voit que les jeux de plus en plus gèrent une multitude de cœurs et on peut réellement se poser la question si ce CPU qui maintenant a que 4 cœurs ne va pas nous brider avec les plus grosses cartes graphiques. Et c'est là que j'ai pu faire des recherches un peu sur le bottleneck. Je vous en ferai une vidéo dédiée si cela vous intéresse avec le hashtag bottleneck dans les commentaires. Donc en vrai, si vous avez envie de voir un CPU 18 cœurs se faire défoncer la carte mère par un CPU 4 cœurs 8 threads, n'oubliez pas le hashtag bottleneck dans les commentaires et vous allez voir que franchement, même moi, je m'y attendais pas. Maintenant qu'on a un peu débunk le côté IPC, bottleneck, etc., et que vous l'avez compris, ce CPU va gérer ma 6900 XT, plus ou moins honnêtement. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai sélectionné une 6900 XT pour les tests? Il faut savoir une chose, les pilotes graphiques Nvidia, qu'est-ce qu'ils sont lourds, les gars. Sachez, les gars, que prendre une carte graphique AMD face à une carte graphique Nvidia, en termes de performance sur le CPU, pour les plus petits CPU, pour vous, ça va être plus rentable de prendre une carte graphique AMD qu'une carte graphique Nvidia. Tout simplement parce que les pilotes sont beaucoup moins lourds, vont prendre beaucoup moins de ressources sur votre CPU, puis vous l'avez compris, forcément, le bottleneck arrivera beaucoup plus vite avec du Nvidia qu'avec du AMD, juste du haut pilote. Finalement, une 6900 XT, ça gère plus ou moins assez bien avec un 12100F. Je suis pas sûr qu'une 3080, par exemple, aurait eu les mêmes résultats et on aurait eu peut-être un peu plus d'écart avec mon 12100 et le 5600X, je tenais à le préciser. Et au final, si le sujet vous intéresse tellement et que vous n'avez pas le temps d'attendre, parce qu'on connaît un Jigfio qui nous promet des vidéos et qui les sort 4 ans après, sinon vous pouvez voir Hardware Unbox qui est un collègue youtubeur et vous verrez, il a déjà débunk ça. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description et puis allez checker ça. Vous allez vous rendre compte quand même que c'est assez dingue en termes de consommation des pilotes, juste ce que ça peut faire au niveau d'un CPU, et finalement ça a un impact qui n'est pas négligeable. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour des architectures, de comment ça fonctionne, de la performance de ce CPU, du bottleneck et des deux autres, et même du 5600X, comme ça on a vraiment parlé de tout, on va aller faire les tests in-game. Mais avant de rentrer dans ce qui vous intéresse le plus, soit les benchmarks en gaming et le débrief, on va parler un peu de la plateforme que j'ai utilisée. Alors comme à mon habitude, j'ai utilisé la Z690 Apex, vous savez que c'est la carte mère pour l'overclocking, et d'ailleurs celle-ci, elle a un petit truc en plus, c'est l'overclocking BCLK. Et au final, qu'est-ce que c'est le
le BCLK, peut-être que je parle chinois pour pas mal de monde, c'est le bus de votre carte mère. Alors là-dessus, il va se gérer plein de choses, hein. Le ratio de votre CPU, ce qui veut dire, par exemple, vous voulez le faire tourner à 4 GHz, si vous mettez, je sais pas, 101 de bus, on se retrouvera à 4040 MHz. Pareil pour la RAM et pareil pour toute autre chose. Donc ces cartes mères sont vraiment prévues pour l'overclocking, vous le savez, et l'Apex, il n'y a plus besoin de faire sa promo en termes d'overclocking, vous le savez, c'est une des meilleures cartes mères pour ça. Mais il y a aussi d'autres cartes mères qui sont débloquées chez Asus pour l'overclocking. On a des B660 comme celle-ci, la F ou la E, ou d'autres cartes mères qui sont aussi unlock pour aller overclocker ce genre de CPU. Bien entendu, il y a aussi d'autres marques où le BCLK est unlock, hein. Chez MSI, on a la Unify X, on a la Unify, on a aussi chez Gigabyte, la Gigabyte Tachyon, etc., etc. À côté de ça, du côté de la RAM, ça c'est le petit changement qu'on a eu comparativement au 12600K et au 12900K. J'ai eu un nouveau kit de RAM, les G-Skill 6400 C32. D'ailleurs, tous les processeurs ont déjà été repassés avec cette RAM, donc pas de souci. Et j'en ai profité d'ailleurs pour repasser tous les autres CPU que j'avais déjà passés précédemment, 3950X, etc., etc. Histoire d'avoir des benchmarks tout frais. Restera le refroidissement du CPU, où j'étais avec mon Hybrid Cooling Elite Pro, un refroidissement en Water Cooling Custom. Pas besoin de vous dire que si ça tient avec le ventirad de base, on va être bien froid. Pas de stress, même avec la canicule. Allez, trêve de bavardage, lancement des benchmarks en 1080p. Et nous revoilà les potes. Alors, comment vous dire que si je devrais faire quelque chose, je prendrais ces deux CPU, et je les pèterais ici, je ferais ça, et là on aurait un réel combat. Parce que oui, au final, le vrai concurrent, ça va être le 5600X. En termes de FPS, le 5600X qui est quand même 2 fois plus cher, hein, faut le repréciser, là on a 210 € face à 110 € de moyenne. On est à 220 FPS pour le 5600X et 213 FPS de moyenne pour le 12100. Sachant que sur Vanguard, je vous repasse un petit extrait là maintenant, et vous allez vous rendre compte que j'ai quand même recherché le pourquoi et le comment, je comprenais pas, et on a effectivement un bottleneck qui vient d'arriver sur le 12100. Donc hormis Vanguard, aucun des jeux a réellement bottleneck. Alors attention, je mets des grosses pincettes quand je dis quasiment aucun jeu, parce que je me suis rendu compte que finalement même un 5600X ça pouvait bottleneck une 6900 XT. Mais bon, on en reparlera. Et du coup le 12100F n'a pas vraiment grand chose à envier à son collègue le 5600X. Si on vient enlever Vanguard, on se retrouve à 220 FPS pour le 12100 face à 223 FPS pour le 5600X. Donc on vient encore resserrer les tests au niveau de ces deux CPU. Bon, alors ce serait pas faire, mais au moins pour vous donner un peu l'idée. Sachant que là, on va aller jouer avec une 6900 XT. C'est un peu faire, je joue avec ma carte graphique qui vaut 1500 € avec mon CPU à 100 balles, tu vois.
Donc il y a un peu, comment dire, un truc qui ne se passera quasiment jamais. Si vous achetez une 6900 XT, il est très rare que vous jouez avec un 12100. Et au final, ben, il est même plus intéressant ce 12100, juste par rapport à sa consommation. Vous savez que le 5600X, on en a parlé avec le 12400, il se retrouve plus aux alentours de 50 à 60 watts de consommation en gaming, comparativement à celui-ci qui se retrouve plus dans les 40-45 watts. Bien entendu, la température va être aussi beaucoup plus basse, 30 à 40 degrés, face à 40-50 degrés de l'autre côté. Donc bien sûr, ça va être encore un point gagnant pour le 12100. Et puis bon, en benchmark synthétique, le 5600X il passe à du 110 watts, comparativement à ce processeur qui va tourner plus dans les 55 à 60 watts au plus haut. Alors là, vous allez me dire, oui mais attends, en synthétique, j'espère que le 5600X va lui mettre la rousse quand même, hein. Là on a quand même 2 cœurs de plus, 4 threads de plus, il y a intérêt quand même que le 12100 soit à la ramasse. Alors moi ce que je vous propose, c'est de bavardage et go sur les benchmarks synthétiques. Bon, et là, mon avis, il est clairement tranché. Ce CPU, ben, c'est pas un CPU de rendu. C'est pas avec ça que vous allez demain faire du Premiere Pro, sachant que maintenant on a ce genre de processeur, on a des un 12600K par exemple. Alors oui, il va être 3 fois plus cher, mais c'est quand même prévu pour faire du travail à la base. Donc bien entendu, votre 12100 il va largement suffire si vous faites ça occasionnellement. Si demain vous avez envie de faire, je sais pas, un handbrake, ça va se passer, hein, je veux dire, il faudra juste être patient. De la secousse, le 5600X repasse devant et on peut mettre le 3300X de nouveau à la place de ce 5600X. Et là, bien entendu, le 12100 est plus performant que le 3300X. Encore une fois, comme pour le 12400, je vous invite à regarder les performances une fois overclocké. Parce que une fois qu'on overclock le CPU, on a un petit truc en plus qui vient débloquer tout ça et qu'on peut se dire, ah ouais, le 12100, il y en a quand même un petit peu sous le pied et plus que ce qu'on pourrait penser. Alors bien entendu, je vais pas vous dire de prendre une carte mère prévue pour l'overclocking avec ce CPU, parce que la carte mère la moins chère pour l'overclocking disponible sur le marché français, elle doit être à 200 €, soit le double du prix du CPU. Quand on veut faire une config à petit budget, eh ben vaut mieux peut-être dans ces cas-là partir sur un 12400 qui aura quand même un peu plus de FPS que le 12100 pour aller gratter 3 ou 4%. Vous l'aurez compris, ce CPU n'est clairement pas prévu pour du professionnel, hein. On est vraiment sur une utilisation au pire casu, quand on en aura besoin de temps à autre. Pourquoi pas, ça fera le café, mais pas besoin d'aller au-delà de ça. Pour ça, on a d'autres CPU qui sont vraiment prévus à cet effet. Malgré tout, on vient battre le 3300X et on s'approche fortement du 3600X, même si on n'y est pas forcément à chaque fois, sauf overclocké. Bon, ce tableau de CPU est assez rigolo parce qu'on voit que 3 CPU se battent contre un seul CPU Intel, c'est assez rigolo de voir ça. Et je vais tout de suite m'attaquer au CPU qu'on trouve à l'heure actuelle, parce que le 3300X, on le trouve plus, le 3600X, on l'en trouve de temps en temps, mais aussi cher qu'un 5600X. Et comme je vous le disais, ce CPU, il est quasiment 2 fois moins cher. Le 12100, on le retrouve en moyenne à 110 €, le 5600X, on le retrouve en moyenne à 210 €. Si on le divise par le nombre d'FPS, on se retrouve avec 0,52 centimes du FPS pour le 12100, avec 213 FPS, comparativement au 5600X, qui lui est à 220 FPS, avec un rapport de 1,05 centimes du FPS, et du coup, quasiment le double du prix par rapport au prix du FPS,
comparativement au 12100. Donc là, j'ai même pas besoin d'essayer de comparer le couple 5600X carte mère et 12100F carte mère, parce que bon, ben ça, vous le faites tourner sur n'importe quel CM. Hein. Il n'y a pas de grand intérêt d'aller chercher une carte mère qui vaut 7 fois le prix du CPU, quoi. Là, on part vraiment dans une optique d'un PC gamer vraiment pas cher. Et ben pareil, on n'aura pas besoin de DDR5, on partira sur la DDR4. Le but est vraiment de taper dans des PC petit budget, en dessous de 1000 €, ben ce CPU fera amplement l'affaire. Du coup, le 5600X pour le gaming, bah il a plus réellement d'intérêt. Sachant, comme je vous l'ai dit, que le 12100, on a même pu faire un peu de streaming. Alors, on était limité, hein, j'entends, c'est pas le CPU que je prendrai demain pour aller streamer tous les jours, mais demain, si vous voulez aller streamer par exemple du CSGO, voilà, ça devrait bien se passer. Faut pas lui en demander trop, mais c'est possible. Et du coup, vous l'aurez compris, on peut quasiment mettre n'importe quelle carte graphique avec ce CPU. Et ben oui, dans la finalité, une 3070 avec ce 12100F, ça devrait bien se passer. Vous pouvez même prendre une 3080. De toute façon, quand on a une 3080, on va plus jouer en 1080p, on attaque la 1440. Vu que vous serez en 1440p avec votre 3080, que vous aurez moins de FPS, et ben on va encore une fois se rapprocher encore plus du 5600X, et l'intérêt d'avoir un 5600X va encore plus se réduire. Pas besoin de vous expliquer qu'en 4K, les deux sont littéralement à égalité, qu'il n'y a pas besoin de changer l'un ou l'autre CPU. D'ailleurs, vous prenez un i9 ou le i3, ça va se jouer sur 4 ou 5 FPS. Donc l'intérêt est plus de taper dans une grosse carte graphique que dans un gros CPU. Et comme pour la vidéo du 12400, je vais vous conseiller une carte mère à prendre avec ce CPU, et il y en a une qui différencie un peu de toutes les autres parce qu'elle est quand même en ATX, c'est la Gaming X de chez Gigabyte. Alors c'est pas la meilleure des cartes mères, hein, attention, là en B660, donc pas d'overclocking du CPU, mais elle fera très amplement l'affaire pour ce genre de CPU. Vous pourrez même upgrader sur un 12400, vous pourrez même aller jusqu'à un 12600K, ça se passera très correctement, il n'y a pas besoin de stresser. Par contre, passer le 12700K, 12900K, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sachant qu'il ne faut pas oublier que les B660 vont être compatibles pour la 13e génération. Donc encore une fois, l'intérêt de prendre une B660 va se justifier encore une fois par ça, puisque les processeurs AM4 sont en fin de vie. On pourra peut-être en rediscuter une fois que AM5 sera sorti, mais à l'heure actuelle, c'est plus rentable de prendre un processeur Intel qui est un petit peu moins performant, mais bien moins cher qu'un 5600X qui est en fin de vie, où on pourra jamais mettre qu'un 5950X. Et quel intérêt de mettre un 5950X pour aller en jeu? Il n'y a aucun intérêt. A l'inverse, peut-être que par la suite, vous aurez un peu plus de budget et vous allez vous dire, un 12400 ou un 13400 d'ici là, peut-être un 13600K, ça pourrait être intéressant pour upgrader ma config dans 3 ans. Et je me dis, voilà, le 12100, je le mets un peu à la retraite, je prends un 13600K, on aura toujours un CPU qui sera très performant. Si, dans la logique, il doit être plus performant que 12600K, on devrait être plus performant que les i9 des anciennes générations avec une carte mère qu'on a payée à un moment T donné, 150 €. Je pense que c'est plutôt rentable. Et pour terminer la vidéo, comme pour le 12400, encore une fois, je vais vous faire une petite configuration recommandée que je pourrais mettre avec ce CPU. Donc bien entendu, on va prendre le 12100F pour 110 €. On va prendre la B660 Gaming X que je vous disais juste avant pour 150 €. On va prendre un Ventirad. Alors là, c'est vraiment si vous en avez besoin, parce que le Ventirad de base sera amplement l'affaire, mais je me dis, allez. Et on partira donc sur un NRMax ETS 50 et qui suffira très amplement jusqu'à un 12600K sans stresser. Les Corsair 3200 C16 en LPX pour passer avec le Ventirad et ne pas avoir de stress par la suite, comme ça au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Le Crucial P2 d'1 Tera pour avoir du stockage et être plus que large. Le boîtier, on peut prendre le MSI Mag Forge 100M, vous connaissez ce boîtier maintenant, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Et pour terminer, la carte mère, la 6600 XT, alors là ce sera plus qu'amplement suffisant pour de la 1080p 144 Hz, voire attaquer de la 1440p 60, pas besoin d'aller plus haut en termes de carte graphique avec ce genre de CPU. Ce qui nous fait un total de 900 € pour la config complète pour pouvoir aller jouer en 1080p 144 Hz ou 1440p 60 sans aucun problème. Moi je pense qu'on est plutôt sur un bon rapport performance-prix, surtout avec ce genre de CPU qui est quand même assez incroyable. Et ben voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça m'aura pris quand même un temps fou. Encore une fois, de tester tous ces CPU, vous savez que ça me prend énormément de temps. Alors j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche pour soutenir la chaîne, de mettre le hashtag bottleneck dans les commentaires. Si vous voulez vraiment que je vous montre comment un i9 de 18 cœurs peut se faire bottleneck par rapport à un i3 12100F, ça peut être assez rigolo. Enfin, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, c'était Jixio, ciao!